Bonsoir à tous, nous vous proposons ce soir d'embarquer pour un voyage passionnant dans notre futur, direction 2050. Alors comment nous soignerons-nous dans 30 ans? La médecine sera-t-elle réellement différente de celle que l'on pratique aujourd'hui à Bruxelles? La recherche et l'innovation médicale aura-t-elle annihilé toute maladie, faisant de nous des sortes de surhommes ou de surfemmes? En tout cas, le futur de notre santé se dirige vers des traitements très personnalisés, ou en tout cas bien plus qu'aujourd'hui. Alors Jean-Mac, vous êtes professeur à l'Institut de recherche santé et société de l'UC Louvain. Vous nous le confirmez, on va vers toujours plus de personnalisation dans les soins? Probablement oui, personnalisation dans le sens, mais en fait il y a deux significations à personnalisation, hein. D'une part, personnalisation dans le sens où on va pouvoir de mieux en mieux adapter les traitements à chacun des corps des personnes à travers ce qu'on appelle des biomarqueurs et tout ce type de choses-là. Mais il y a l'autre aspect de la personnalisation qui est très important aussi, beaucoup plus centré sur le vécu des gens, sur ce que les gens veulent ou ne veulent pas en termes de soins de santé. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins, mais qui, je crois, sera très très important. Et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, quelque chose qui me paraît très important, c'est que la technologie qui va permettre la personnalisation, adapter le traitement à chacun des corps de chacune des personnes, va devoir être contrebalancée par notamment des rôles que moi j'appelle des rôles de référent. Donc on aura besoin de quelqu'un qui m'explique très clairement quelles sont les options qui sont possibles et comment je peux choisir au mieux parmi les options qui sont possibles en fonction de ce que moi je veux vivre ou je ne veux pas vivre. Donc ça, je crois que ce sera quelque chose de très important dans le futur. Choisir dans les options parce que les gens auront différents traitements possibles comme aujourd'hui, mais ultra calqués sur ce dont ils ont besoin? Oui, mais aussi il y a des choix à faire à partir du moment où, entre guillemets, beaucoup plus de choses sont possibles. Ben, il y a des choses que peut-être moi je ne veux pas. J'ai 80 ans. Comment je veux terminer ma vie? Ben, on peut me proposer sans arrêt des alternatives pour continuer à vivre. Ou même j'ai 55 ans et je dois choisir entre, on va en parler peut-être plus tard, certaines technologies qui peuvent m'aider à faire une série de choses ou non. Ben, ces options, je dois pouvoir les prendre, mais je dois pouvoir les prendre de manière informée. Et ça, je crois que ça va être un des très gros problèmes parce que ça sera de plus en plus difficile, d'après moi, pour le citoyen de bien comprendre qu'est-ce qu'on lui offre et comment il peut adapter ça à ce qu'il veut vivre. Vic Decoort, vous êtes la CEO de la clinique Saint-Jean, donc hôpital bien connu du cœur de Bruxelles. Les hôpitaux, ils se préparent déjà à cette médecine très personnalisée et qui se calque sur les besoins précis du patient? Tout à fait. Je pense que les hôpitaux, le Covid nous a aidés là-dedans. On a toujours mis les patients au centre de tout. Maintenant, Clinique Saint-Jean, tout en particulier, et si je me visualise 2050, la médecine personnalisée, ou autrement dit, une médecine axée sur l'expérience patient. Donc l'expérience patient n'est pas seulement de regarder des maladies ou des invalidités ou d'autres choses, mais de regarder une personne tout en part entière, en tant que personne tout en part entière. Donc c'est du curatif et c'est de la prévention, c'est du mental et c'est de somatique, ça c'en est un, mais aussi dans son contexte. Donc une personne, telle que le professeur a dit aussi, je vais pouvoir choisir, moi, oui ou non, ce que je fais, dépendant de mon contexte. Est-ce que je suis quelqu'un qui est seul? Est-ce que j'ai une grande famille? Est-ce que j'habite au centre? Est-ce que j'habite à l'extérieur? Donc oui, on se prépare tous et on est tous convaincus que déjà, dès aujourd'hui, on doit intégrer les technologies et les choix pour qu'on peut vraiment donner une médecine qui est axé sur l'expérience patient. Oui, donc si on comprend bien, aujourd'hui et surtout auparavant, on était surtout centré dans des spécialités et par exemple on allait dans une aile de cardiologie où il y avait une spécialité précise. Maintenant ça va plutôt être des trajets patients. En tout cas c'est ce que vous voulez développer à la clinique Saint-Jean. Tout à fait, des trajets de soins, des trajets de patients, certes, mais bien au-delà encore de ça, parce que là ça part à nouveau de certaines pathologies, je pense diabète et autres, sont des trajets de soins, mais même encore plus loin de ça, d'essayer vraiment d'intégrer la totalité et l'intégralité d'une personne dans son contexte. Donc tout à fait, pas axé et centré maladie d'abord, mais vraiment un ensemble et essayer d'utiliser les technologies pour avoir toutes les informations disponibles et on touchera à des questions éthiques dans ce contexte-là, mais donc utiliser toutes les données qu'on pourrait collectionner pour au mieux personnaliser
et soigner la personne en tenant compte de son ensemble. Alors Pierre Cherel, on se tourne vers vous. Vous êtes le CEO et le fondateur de Axil Bionics. Vous fabriquez donc des pieds bioniques. On en voit d'ailleurs un exemplaire sur la table. C'est des dispositifs eux aussi ultra calqués sur les besoins du patient? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes spécialisés dans la recherche et le développement donc, de dispositifs bioniques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la bionique? C'est le mélange de la robotique, de l'intelligence artificielle et de la biomécanique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prothèses, c'est un des domaines qui peut être touché par la bionique, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, les exosquelettes, pour des personnes potentiellement en chaise roulante, c'est tout à fait applicable. Vous comptez en produire un jour? Probablement, un jour. Aujourd'hui, on se concentre d'abord sur des amputés de membres inférieurs. Mais donc, ce qu'il faut savoir pour ces personnes-là, c'est que malheureusement, les prothèses d'aujourd'hui sont les mêmes, ont très peu évolué en 50 ans. Et donc, c'est justement ça qu'on veut changer et qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. On peut pousser les limites grâce à ces nouvelles technologies en développant des prothèses qui sont plus performantes, qui correspondent à la personne. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la foulée d'une personne, c'est comme une empreinte digitale, c'est très dépendant de chaque individu. Et donc, oui, effectivement, la robotique, l'intelligence artificielle et les connaissances qu'on a aujourd'hui en biomécanique nous permettent ces avancées. Et on voit d'ailleurs à l'image vos prothèses, vos pieds bioniques qui permettent de retrouver une marche beaucoup plus normale que ce qu'on connaît actuellement. On va terminer ce tour de table avec vous, Florence Kemax. Vous êtes coprésidente du Conseil consultatif de bioéthique. Alors, on le voit, notre façon de soigner, elle est amenée à progressivement évoluer, à progressivement changer dans le futur, avec des dispositifs qui, pour certains, ne sont pas encore généralisés. On pense par exemple aux cellules souches. On espère pouvoir les utiliser pour imprimer des organes et coller toujours plus aux besoins du patient. À la vitesse où on va aujourd'hui, comment est-ce qu'on va venir borner le tout au niveau éthique, au niveau législatif? Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment le borner. Moi, je dirais que je m'accorde pleinement avec ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on s'oriente effectivement vers une médecine personnalisée dans les deux sens qui ont été mentionnés, et que la personnalisation, c'est-à-dire quelque chose qui prend corps ou qui peut avoir du sens dans la vie de la personne, c'est vraiment très très important. Deuxièmement, que les technologies nous amènent effectivement dans ce sens, et par conséquent, on aura besoin de médecins qui sont aujourd'hui capables de déchiffrer ces technologies et qui peuvent aussi, en quelque sorte, en donner la traduction pour ce qu'elles signifient dans la vie des patients. Ça, c'est vraiment très important. Et moi, je dirais que le troisième élément est sur le plan éthique. En fait, on a déjà quelque chose qui est la loi sur les droits du patient, qui date de 2002. Et quelque part, le constat que font les gens qui travaillent en éthique comme moi, c'est que il nous manque encore une culture pleinement développée qui va avec cette loi. En fait, la loi, elle précède la culture et les pratiques. En l'occurrence, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, ça a été un peu le cas. Et donc, on a encore des choses à faire et à apprendre, et des pratiques, finalement, à mettre en place dans la médecine de tous les jours, mais aussi dans la médecine très technologique, pour faire de la place, justement, à cette personne qu'est le patient. Et ce n'est pas seulement pour le défendre du pouvoir médical, je pense que c'est important aussi, mais c'est en quelque sorte pour lui permettre, effectivement, de faire des choix, et que ces choix aient du sens dans son existence, en fait, aussi bien dans le cours de la vie qu'à la fin de la vie. Ça a été mentionné tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est ça le défi. C'est-à-dire, on a une loi, et comment est-ce qu'on va la faire exister ou continuer de construire la culture qui va avec. Voilà. Vic Decoort, on va revenir vers vous. On parlait là tout de suite de la clinique Saint-Jean, et revenons à notre thème de 2050, de prospective jusque-là. Est-ce qu'en 2050, les hôpitaux, et a fortiori le vôtre, sera différent de celui d'aujourd'hui ? Espérons bien, évidemment. Donc, on va s'adapter à l'évolution et à l'évolution qui se présente et aux opportunités. On voit notamment les travaux qui sont en cours chez vous. Tout à fait. Merci. Voilà, oui, on est en pleine transformation. La première focus, parce qu'on a plusieurs chantiers, littéralement, c'est la polyclinique. Donc, évidemment, c'est toujours très difficile de se projeter en 2050 et de créer une polyclinique aujourd'hui qui va tenir jusqu'à 2050. N'empêche qu'on essaie quand même de le faire. Et à nouveau, ce n'est pas seulement des briques qui vont être nouveaux, mais le fonctionnement au sein de la polyclinique. Et vu le fait que on tient cette expérience patient qui est très important. Je pense que c'est très important qu'aussi dans le développement de ce genre de projet, si c'est infrastructure, voire après technologie ou autre,
qu'on fait de la co-création avec les patients. Parce qu'on a souvent l'idée que nous, les médecins, c'est pas moi, mais les médecins, nous, en tant que gestionnaires, on sait ce qui est le mieux pour les patients et les collaborateurs. Or, les hypothèses, on doit faire très attention. Donc, on doit déjà checker qu'est-ce que vous attendez, les jeunes, tout comme les plus âgés, qu'est-ce qu'eux, ils attendent et on essaie d'intégrer. Une autre chose qui est très importante dans la nouvelle, on va dire, dans se projeter en 2050, c'est de s'assurer qu'on a une agilité, une flexibilité à tout moment. Donc, les briques, c'est assez fixe, ça c'est clair, mais comment on peut se construire à l'intérieur une polyclinique qui permet de faire face aux opportunités d'aujourd'hui, autant comme des opportunités qui peuvent se présenter demain et qu'on ne connaît pas encore. Donc, avoir cette idée de rester modulaire, de rester agile, de ne pas fixer tout avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui et construire le fonctionnement avec les médecins qui vont l'utiliser, avec les soignants qui vont l'utiliser et aussi avec les patients qui vont l'utiliser, je pense que ça nous donne une grande chance à être prête pour 2050 qui va certainement être différente qu'aujourd'hui. Jean-Marc, on vous voyait hocher de la tête, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, certainement, mais en fait, ce que je crois aussi, quelque chose qui, à mon sens, sera majeur concernant les hôpitaux, c'est que beaucoup du travail des hôpitaux qui se fait aujourd'hui à l'intérieur de murs, dans le futur, ils se feront à la maison. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se développer, enfin, on parle aujourd'hui déjà beaucoup, de télémédecine, ce type de choses-là. Mais ça, c'est un enjeu aussi majeur, à savoir comment est-ce qu'on va gérer ça, à savoir est-ce qu'on va transférer la culture de l'hôpital au domicile ou est-ce que l'hôpital va collaborer beaucoup plus avec les acteurs actuels du domicile et donc ça veut dire que les acteurs actuels du domicile vont prendre une importance beaucoup plus grande dans l'organisation des soins, dans la prise en charge en relation avec l'hôpital. Et donc en fait, un des enjeux majeurs aussi du futur, c'est de casser la segmentation dans l'offre de soins telle qu'elle existe aujourd'hui, d'aller vers beaucoup plus de continuum, on parle de continuité entre toute une série de types de soins. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je voulais dire aussi, qui est quand même importante, qu'on ne doit pas oublier, on parle de personnalisation, etc., mais il ne faut pas oublier le type de population qu'on aura probablement en 2050. Des personnes comme moi, on sera des petits vieux, mais avec le problème n'est pas qu'on me traite ma maladie, le problème c'est que je puisse continuer à me mobiliser chez moi, avoir ma famille qui vient de me dire bonjour, continuer à avoir des contacts sociaux. L'autre grand problème qu'on sait qui va venir, c'est le problème des comorbidités. Avec le Covid, on a entendu parler de comorbidité beaucoup, mais ça c'est aussi quelque chose qui va venir, donc c'est pas une maladie, mais c'est une personne qui est en fait un ensemble de pathologies, on va devoir gérer l'ensemble de ces choses-là. Et le troisième problème possible, c'est les inégalités sociales aussi, certainement à Bruxelles. Et donc c'est toutes des choses dans lesquelles les soins de santé ont un rôle à jouer, qui implique bien sûr le rôle de l'hôpital, mais le rôle de toute une série d'autres acteurs aussi qui est très très important et qui, s'il ne se développe pas, je crains un peu pour notre futur, mais je crois que ça va se développer. Et on reviendra tout de suite après d'ailleurs sur l'impact social et sur ce vieillissement. Avant ça, j'aimerais parler d'une autre perspective du futur, ce sont le passage à des dispositifs de santé curatifs comme on les connaît aujourd'hui, donc les traitements, les chirurgies, les prothèses comme Pierre Cherel, bref, ce qu'on fait après coup dans le cas d'une pathologie, vers des dispositifs davantage préventifs où l'on préviendra la maladie avant même qu'elle ne survienne et qu'elle fasse des dégâts. Fini donc par exemple de vous faire opérer pour une insuffisance cardiaque par exemple, puisqu'elle aurait été détectée avant même qu'elle ne survienne trop gravement. Alors selon certaines prospectives, et évidemment ce sont seulement des théories, cela pourrait arriver, alors on ne va pas rentrer dans les détails de ce type de dispositifs préventifs. Certains parlent de puces pour détecter les tumeurs, les dysfonctionnements cardiaques, etc., ou même d'algorithmes pour mener les diagnostics. Alors Jean-Marc, selon vous, c'est possible qu'on en arrive à des dispositifs pareils où la santé sera beaucoup plus préventive que curative ? C'est possible qu'on puisse d'une certaine manière, prédire ce qui risque de vous arriver d'ici un certain nombre d'années, parce qu'en fait, ce qui se développe beaucoup, oui, c'est l'intelligence artificielle. Derrière l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle la médecine systémique, systems medicine, en fait, qui en fait essaye de, notamment, pouvoir prédire sur base de votre profil génétique, votre histoire, etc. Néanmoins, ça pose toute une série de questions. Donc, moi, j'étais il y a 2-3 ans au Mexique et j'ai rencontré un Américain qui a monté une boîte pour pouvoir prévoir, en utilisant des bases de données, prévoir votre risque d'attraper la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça si on ne peut pas le traiter ?
Maintenant, peut-être qu'il y a des traitements qui sont possibles. Mais donc, en fait, ça pose quand même des questions. Ce n'est pas juste une question de pouvoir prédire votre risque d'attraper de telle maladie et de autant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et à quoi ça sert? Et là, je crois qu'on n'a pas encore tout à fait les réponses. C'est peut-être plus un problème d'éthique, justement. Oui, justement, Florence Kemax, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire qu'on était déjà, on est déjà dans cette perspective. En fait, le comité consultatif a publié il y a peu un avis qui portait sur le dépistage prénatal, qui se fait par les moyens de la génomique en fait aujourd'hui, et qui s'est installé dans le paysage de manière apparemment tout à fait naturelle, avec très très peu de discussions, mais qui confronte des tas de parents, en fait, des tas de gens à devoir faire des choix par rapport à des futurs possibles dont la probabilité n'est même pas certaine, en fait, dont la probabilité de survenue est elle-même pas très déterminée, pas très clairement déterminée. Et ça pose plein de problèmes. Ça veut dire, on va vous dire, bah oui, vous avez, il y a un variant, il y a une mutation ici, qui pourrait donner ceci, mais on n'en est pas totalement sûr, évidemment, mais on ne peut même pas dire à combien de pourcents de chance ça va arriver. Et ça pose plein de problèmes, et ça veut dire que ça fait revenir sur le devant de la scène, ce dont nous parlions tout à l'heure, qui est la question de comment on fait un choix. Et comment on fait un choix, non pas entre des possibilités bien déterminées, mais entre des possibilités qui sont encore relativement floues. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Je pense que c'est un défi pour l'avenir. Et ce n'est pas la même chose, la prédiction et la prévention. Et je voudrais dire à propos de la prévention, que je crois en effet qu'on va voir se développer des technologies qui permettent de prédire, donc qui pourraient en quelque sorte soutenir la prévention. Mais je pense que la prévention aussi, elle appelle en fait, on pourrait dire des approches low-tech. Et qu'il y en a beaucoup des approches low-tech de la santé. C'est-à-dire comment les gens peuvent prendre en charge leur santé et comment est-ce qu'on arrive à se positionner dans un état conduit qui est comment est-ce qu'on peut en quelque sorte soi-même prendre en charge sa santé sans être en réalité complètement gouverné au niveau de sa santé, sans être contrôlé toute la journée, etc. Je pense que c'est une vraie question éthique. Pierre Chorel, je vous voyais, vous vouliez réagir également. Réagir dessus parce qu'il y a un deuxième volet également à ce sujet, qui est qu'avec certaines nouvelles technologies, on peut aujourd'hui, on soigne une pathologie primaire, mais on peut éventuellement éviter des pathologies secondaires, ce qui n'est pas le cas pour toutes les technologies actuelles. Si je parle par exemple, dans le cas de chaises roulantes, exosquelettes ou des prothèses, c'est un exemple très parlant parce que quelqu'un qui porte une prothèse actuelle qui est non articulée au niveau de la cheville, ça crée une usure prématurée du corps, ce qui fait que beaucoup des patients que je rencontre ont besoin, après quelques années, d'avoir une opération de la hanche par exemple. Vous voyez, donc il y a des pathologies secondaires qui s'installent à cause du fait que le dispositif qui est apposé n'est pas suffisamment bon. Et là, je pense qu'il y a aussi des améliorations possibles avec des nouvelles technologies de meilleure qualité qui amènent une qualité de vie supérieure, etc. La qualité de vie, ça passe aussi dans les pathologies secondaires. Donc. Vic Decoort, on vous voyait également réagir et prendre quelques notes. C'est très intéressant. Si je prends le point de vue du terrain, j'en suis convaincue que 2050, ça serait plus, avec tous les exemples qu'on a eus, plus de la prévention et de la curative, évidemment, et sur toute la volet. Ça, c'est évident avec tout ce qu'on a donné. Et donc, l'évolution qu'on voit, c'est qu'on devrait tout, nous, sur le terrain, si c'est médecins, soignants, gestionnaires, on va devoir évoluer pour pouvoir accompagner les patients dans leur vie, et je l'ai entendu chez vous, et c'est leur vie, y compris la fin de vie, plutôt que les accompagner ou les soigner d'une maladie. Et donc, je pense que le changement qu'on doit tout faire, c'est assez culturel, parce qu'on aura le choix. On devrait faire des choix conscients qu'aujourd'hui on ne fait pas parce qu'on ne sait pas, heureusement, sur certaines choses, je me dis moi-même. Mais de l'autre, on va devoir pouvoir accompagner les gens, toute personne, dans les choix qu'on pourra faire à ce moment-là qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc aussi dans la formation des médecins, dans la formation des soignants, dans le financement qui est quand même important 2050, ça sera un financement qui soutient dans ma vision, l'accompagnement tout large, tout en part entière, et non pas certains actes qui sont très curatifs. Là, aussi, la formation des médecins va être au-delà de pouvoir fixer, je ne vais pas dénigrer maintenant, mais fixer certaines choses, mais vers un accompagnement de vie dans toutes ces facettes qui sont là.
On va à présent aborder un dernier thème, une des dernières théories et qui d'ailleurs vous tient fort à cœur, Jean-Marc, on en a déjà parlé là tout de suite, c'est le rôle du lien social donc dans les dispositifs de santé. On le sait, notre population aujourd'hui, elle est vieillissante, même si ce vieillissement il est moins important à Bruxelles que dans le reste du pays. Alors selon les derniers chiffres du Bureau du Plan, le bruxellois de 2050, il aura en moyenne 40 ans contre 37 aujourd'hui. En Flandre, on le disait, il est plus marqué, 43 ans aujourd'hui, 45 en 2050. Néanmoins, il faudra évidemment continuer à gérer cette population âgée. Jean-Marc, selon vous, en 2050, gérer nos aînés, ça passera surtout par ce lien social, ou en tout cas la manière dont ce tissu social sera ordonné au niveau médical? Et pas rien que pour les personnes âgées, donc enfin, les théories en santé publique qui parlent des déterminants sociaux de la santé, c'est clair, si vous êtes en mauvaise ou en bonne santé, c'est avant tout lié à votre statut social, et votre statut social est avant tout lié aux liens que vous avez avec votre famille, avec votre voisin, au boulot, la manière dont vous êtes reconnu par les autres. Ça, c'est les déterminants les plus importants en termes de santé. Tout le reste, c'est les conséquences de ce qui se passe au niveau social. Donc ça, il y a quand même eu beaucoup de publications autour de ça. Et donc, effectivement, un des points importants à penser en 2050, c'est vrai que la technologie, elle sera là, l'intelligence artificielle va se développer, mais il faut penser aussi ce qu'on appelle les innovations sociales. C'est-à-dire comment les gens peuvent vivre différemment de manière à ce qu'ils continuent à faire du lien social. Comment les acteurs des soins de santé, là je pense surtout à la première ligne qui est mon dada, comment la première ligne va-t-elle pouvoir contribuer justement à aider les gens à interagir entre eux. Et il y a déjà des choses qui existent en Angleterre où c'est critiqué, mais j'aime bien le terme de prescription sociale. Donc la prescription sociale, je ne prescris pas un médicament, mais je vous prescris une activité qui va vous permettre d'interagir avec des autres. Il y a quelqu'un que je connais très bien, mon épouse, qui travaille dans une crèche, mais une crèche parentale où en fait le rôle, c'est pas seulement de s'occuper des enfants, mais c'est permettre aux parents aussi de venir et interagir entre eux. Et donc l'interaction entre eux est un facteur, est un déterminant de la bonne santé et à prendre entre soi. Et donc les soins de santé, je crois, du futur, n'ont pas seulement un rôle à jouer en termes de traiter des maladies, comme on vient de dire, mais ont un rôle à jouer aussi en termes de stimuler des dynamiques sociales qui soient positives à une bonne santé. Et c'est pour ça qu'à Bruxelles, d'ailleurs, on est très fort dans une logique d'organisation des soins de santé du futur par quartier. Donc on parle, ça c'est aujourd'hui, c'est pas en 2050, on parle de plan de quartier où en fait on demande au social et à la santé de travailler ensemble pour pouvoir réfléchir à comment penser la santé dans un quartier avec un rôle central aussi des acteurs des soins de santé et du social. Et Vic Decoort, vous justement, la clinique Saint-Jean, c'est un véritable hôpital de ville. On le rappelle, surtout l'implantation principale, en tout cas, elle est dans le quartier botanique. On le ressent, cet impact du tissu social sur la santé, c'est primordial? Absolument, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, étant au cœur de Bruxelles, donc quartier nord, on a la richesse de la diversité propre à ça. Donc on a tout, on a des gens qui travaillent dans des grandes multinationals, tout autant qu'on a des gens qui ont des résidences précaires. On a un peu tout. Et c'est juste ça l'idée, j'en conviens tout à fait. Et d'où l'importance de l'expérience patient, que ce n'est pas seulement la personne, mais son contexte est aussi important que la personne en elle-même. Déjà maintenant, on travaille dessus pour en tenir compte des différents contextes. Le quartier peut aider, mais au-delà de ça, certainement qu'on est au cœur de Bruxelles, beaucoup de quartiers combinent encore beaucoup de clusters et de cultures de populations différentes. Donc même au-delà de quartiers, je pense qu'on doit regarder et déjà d'emblée se focaliser à des types de groupes, pas pour les stigmatiser, mais pour pouvoir les aider. Je donne un exemple très concret, parce qu'à nouveau, le Covid nous a montré que ce n'est pas juste soigner la maladie. On a tous fait, mais les gens étaient isolés tout à coup. Il y a des gens qui sont tout seuls avec la maladie, d'autres avec des grandes familles, des gens qui meurent avec des coutumes de dire un au revoir avec toute la famille qu'on n'a pas pu le faire. Donc oui, je pense qu'on doit prendre ce contexte en plus. Et dans la vaccination, par exemple, on essaye de cibler des groupes qui ont moins accès. Je pense aux gens sur Bruxelles qui ont des résidences précaires ou pas de résidences. C'est une grosse population. Et s'il faut l'immunité groupe, il faut qu'à nous, même si c'est un hôpital et même qu'on est fixe, à nous, notre mission va au-delà de notre quartier. C'est comment on peut aider à se déplacer pour s'assurer que aussi cette personne-là soit soignée. Donc, j'en conviens tout à fait. Et 2050, ça serait
au-delà des murs. Oui, on aura toujours des murs avec certaines choses qui sont liées, mais notre mission, ensemble avec la première ligne et les autres acteurs, d'autres acteurs, on va devoir se dépasser où les technologies vont nous aider à être plus proches sans qu'on doit être dans les murs. Okay. Et ce sera le mot de la fin. Il faudra à présent attendre 29 ans pour voir si les théories qu'on a pu développer aujourd'hui se confirment. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette plongée en 2050. Retour à présent en 2021 pour vous souhaiter une belle soirée sur BX1. À très bientôt. Au revoir.